Retour sur la grande panne d'électricité de lundi ce matin. Les images et les récits de la journée vécue par les Espagnols et les Portugais donnent des sueurs froides que l'on pense aux personnes coincées dans les ascenseurs, à celles enfermées dans des trains sans téléphone, sans possibilité de donner des nouvelles à leurs proches, ou que l'on mesure la dépendance de l'ensemble des activités quotidiennes et économiques à l'électricité. On ne peut s'empêcher de se demander si une telle situation nous pend au nez ou si c'est réservé à la péninsule ibérique. Alors pour nous expliquer les vulnérabilités des réseaux électriques et de notre réseau électrique, Patrice Geoffron est dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, directeur de l'équipe énergie-climat. Alors l'origine exacte de la panne reste inconnue, mais on sait qu'un phénomène totalement extraordinaire, selon le gestionnaire de réseau espagnol, s'est produit. Une forte oscillation des flux de puissance accompagnée d'une perte de production très importante. Alors c'est intriguant, mais c'est assez obscur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Patrice Geoffron ? Alors, je tiens à souligner tout d'abord que, et vous l'avez indiqué, la situation pour l'heure, n'est toujours pas, clarifiée. Une commission d'enquête a été lancée et puis, par ailleurs, l'Espagne a demandé à Bruxelles et aux opérateurs européens de réseau, eux-mêmes par ailleurs, de conduire une enquête en parallèle de telle manière à clarifier. Évidemment, ce phénomène est un phénomène, particulièrement impressionnant qui n'a pas d'équivalent au XXIe siècle, hein. Donc évidemment, il faut faire le retour d'expérience. Il importe d'autant plus d'être prudent qu'on voit apparaître en Espagne et au-delà une espèce de bataille d'Hernani sur les responsabilités, notamment le renouvelable, et dans un contexte notamment international, hein, dans lequel évidemment il y a une forte tentation du retour en arrière sur les efforts de décarbonation. Cette question est très sensible. Alors, il y a une caractéristique, une spécificité de l'Espagne et du Portugal, c'est premièrement évidemment d'avoir développé les renouvelables à des niveaux assez élevés. Néanmoins, il y a eu des pics de production qui étaient bien supérieurs à ce qu'on a pu observer ces jours derniers, notamment en avril. Et puis, il y a d'autres endroits en Europe, par exemple en Allemagne, assez fréquemment, dans lesquels les niveaux de production atteints, la proportion des renouvelables dans la production d'électricité est encore plus importante. En revanche, ce qui est spécifique, et là totalement évidemment, c'est d'être une péninsule et d'avoir des interconnexions qui sont assez limitées, avec la France d'un côté, avec le Maroc par ailleurs, donc ce qui donne moins d'inertie et de solutions en cas de problème. Ce qui a été identifié, c'est la déconnexion d'une capacité de production assez importante en photovoltaïque, semble-t-il, dans le sud-ouest de l'Espagne, sans qu'on soit plus clair sur les raisons de cette déconnexion. Donc, une centrale solaire dans le sud-ouest se déconnecte, on ne sait pas pourquoi. Et là, ça crée cette oscillation dont je parlais sur le réseau, Voilà. c'est-à-dire qu'on a un découplage de la production et de la consommation. Alors que l'objectif d'un réseau électrique, c'est d'avoir toujours une fréquence Voilà, constante. c'est un impératif absolu, ce qui fait que l'électricité, y compris dans ce studio, est un bien qui est à la fois précieux et très sensible. Il faut un équilibre à la milliseconde, et cet équilibre, il est assuré de différentes manières, et on peut tout à fait comprendre qu'évidemment, gérer un système dans lequel il y a beaucoup de renouvelables qui dépend du soleil et du vent, ou gérer un système qui est dominé par le gaz. Une centrale à gaz, c'est un peu comme une gazinière à la maison, hein, ça peut se piloter à la main, donc il y a une réactivité qui est extrêmement élevée. La nature du système n'est pas la même. Mais l'enjeu vraiment dans lequel il faut qu'on se situe pour prendre le recul nécessaire, c'est est-ce qu'il vaut mieux finalement continuer à déployer des moyens de production décarbonés, des renouvelables, du nucléaire. Évidemment, il y a un débat en Espagne, est-ce qu'il faut sortir du nucléaire et à l'horizon qui a été envisagé, ou est-ce qu'il vaut mieux importer, centième jour de Trump numéro 2, est-ce qu'il vaut mieux importer massivement du gaz des États-Unis? Et vraiment, me semble-t-il, ce sont les termes du débat. Alors ça, c'est le cadre du débat général, en effet. On le Mhm. voit aussi en France actuellement avec la programmation pluriannuelle de l'énergie qui était discutée à l'Assemblée nationale. Mais restons-en quand même à Mhm. cette crise et aussi à l'analyse de notre propre Mhm. résilience. Vous Mhm. avez dit une des spécificités de l'Espagne, au-delà du renouvelable, dont on a vu que, bon, il était peut-être à la source là, de la panne, Mhm. mais ça ne veut pas dire que Mhm. c'est la structure de l'énergie elle-même qui est problématique. C'est cette très faible connexion avec le reste du réseau européen. Quel est l'impact de ça? Pourquoi ça fragilise? C'est parce qu'on ne peut pas venir aider? En tout cas, il y a moins de si on regarde, la carte électrique et la situation de la France a des interconnexions avec l'intégralité de ses voisins, y compris avec nos amis, britanniques. Donc il y a d'autant plus de possibilités puisque l'objectif, c'est de rétablir à tout instant, enfin de préserver à tout instant l'équilibre du système. Il y a plus de moyens pour, acheminer de l'électricité, ce qui peut être une des problématiques pour, assurer cet équilibre. Il est
important également de noter qu'il y a, et on ne se rend pas compte, évidemment, le système est quand même très résilient et très robuste, ce genre de choses n'est jamais arrivé au 21e siècle, qu'il y a, si on prend le mode de fonctionnement d'RTE, qui est le gestionnaire de réseau en France, toute une série de dispositifs qui permettent d'éviter d'en arriver là. Par exemple, il y a la possibilité de baisser la tension dans une proportion de 10%. On ne s'en rend pas compte et ça n'a pas évidemment d'impact sur les équipements électriques, mais c'est un outil de gestion. Il y a par ailleurs des contrats dits d'effacement. Des contrats d'effacement, typiquement, ça consiste à dire, encore une fois, dans l'optique d'équilibrer l'offre et la demande, de demander ArcelorMittal, par exemple, de déconnecter sa production du système de telle manière à réduire la demande et en dernier recours, pour éviter le blackout, c'est-à-dire le moment où le système s'effondre, comme ça a été le cas malheureusement dans la péninsule ibérique, il y a des possibilités de délestage. Alors le délestage, on nous prévient en nous disant à telle heure dans la journée, pendant 2 heures au maximum, vous n'aurez pas de courant, ce qui permet de se préparer. Voilà, c'est une coupure. C'était prévu d'ailleurs à l'hiver 2022, lorsqu'on avait craint vraiment de manquer d'électricité suite à la crise ukrainienne. On avait mis un plan en place. Exactement. Donc on comprend que la France est plus résiliente parce qu'elle est mieux connectée. Elle est aussi... elle a une... Vous venez de nous le dire, elle a aussi mis des plans en place pour éviter ce genre de coupure. Si on revient aux renouvelables, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si ça rend le redémarrage plus difficile. C'est quelque chose qu'on est en train de reprocher aux renouvelables actuellement en Espagne, de dire mais on n'a pas pu redémarrer vite parce que ça n'a pas la possibilité, sans d'avoir d'abord une nouvelle production électrique, de repartir. Vous en pensez quoi ? En tout cas, il y a une évidence, il n'y a pas de photovoltaïque la nuit. Et donc, on reste évidemment dépendant des conditions dans lesquelles les sources qui permettent de produire l'électricité vont être disponibles. Et puis, à nouveau, grande prudence, dès lors que du côté espagnol, les problèmes qui avaient pu conduire à cette panne géante n'ont pas été identifiés. Évidemment, il faut être extrêmement prudent dans les conditions de redémarrage. Et à nouveau, on se retrouve dans une problématique qui est assez différente selon qu'il s'agit de piloter une centrale à gaz. Un grand barrage hydroélectrique, c'est aussi un des enjeux. Il y a moins de ressources en Espagne dans ce domaine que nous en bénéficions en France ou en Suisse par ailleurs. La Suisse est bénie, si on peut dire, de ce point de vue, avec beaucoup de sources d'hydroélectricité qui se pilotent également et qui permettent, en stockant l'eau, de stocker un potentiel de production d'électricité. Et donc, au cas où, de libérer cette eau et de relancer de la production. Exactement. Si jamais ça nous arrivait en France, malgré la résilience que vous nous avez décrite, Patrice Geoffron, les conséquences seraient exactement les mêmes que celles qu'on a vues en Espagne. Confusion et les groupes électrogènes pour maintenir les infrastructures vraiment cruciales. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Non, l'objectif, c'est de ne pas en arriver là. Si nous devions en arriver là, on aurait les mêmes images que celles qui nous sont parvenues d'Espagne. Évidemment, on a une dépendance, et cette dépendance, elle va être croissante à notre système électrique. Si on va avoir un ordre de grandeur, à l'heure actuelle, à peu près un quart de nos besoins énergétiques sont couverts par de l'électricité. Et lorsqu'on se projette au milieu du siècle, il va falloir en couvrir à peu près 60%. Donc, c'est des véhicules électriques, des pompes à chaleur, des électrolyseurs, ce sont des data centers. Donc, évidemment, il faut se préparer à ce monde. Et notamment en investissant beaucoup dans les réseaux, ce que prévoit RTE et Enedis par ailleurs. Avec 100 milliards d'investissements d'ici 2040. Bon, en tout cas, les Espagnols, sinon, nous conseillent d'acheter des transistors, des piles, de la bougie et d'avoir de l'argent liquide chez soi. Merci beaucoup, Patrice Geoffron.